Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce séminaire en ligne de l'Université IGIB Africa sur le renseignement international et son impact en. So, welcome everyone. Welcome to this online seminar of IGIB Africa University on international intelligence and its impact in Africa. My name is Romaric Segla and I will be the moderator of this session. Donc, mon nom est Romaric Seglet, je serai le modérateur de cette session. Donc, pour le programme d'aujourd'hui, nous allons avoir une séquence de bienvenue, de recommandations logistiques et d'introduction par M. Ayi. Ensuite, nous écouterons le conférencier, puis viendront les questions-réponses et la fin du séminaire. So, for this session, we will have the welcome session and some recommendations. For this online seminar, we will have the introduction of Mr. Ayi, which is the Vice Dean of IGIB Africa University, and then we will be pleased to listen to the speaker, Mr. Buko. We will add then some question and answer session, and we will close then the seminar. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Virgile Ayi, vice-président de l'université IGIB Africa. So, I give the floor to Mr. Virgile Ayi, Vice President of IGIB Africa University. Merci Romaric. Bonsoir ou bonjour à chacun et à tous en fonction de vos positions géographiques. C'est un plaisir encore pour nous de vous recevoir et de pouvoir échanger. Bonjour à notre ami conférencier. L'Université IGIB Africa, fidèle à ses traditions polytechniciennes, a depuis quelques semaines, je dirais quelques mois, entrepris des rendez-vous thématiques avec les partenaires que vous êtes. Et nous allons continuer sur des thématiques relevant du management international, du management des entreprises, des relations stratégiques, de l'information, ensemble de choses qui permettent aux uns et aux autres d'accroître les capacités de réaction devant les difficultés managériales. IGIB Africa, c'est bien sûr une école d'ingénieurs avec plusieurs domaines d'intervention, l'ingénierie dure, les sciences de l'information et de la communication, les sciences biologiques et chimiques, l'ingénierie agroalimentaire, la biologie et les disciplines associées, le génie pharmaceutique et le génie chimique, le droit et les relations internationales. Voilà, pour ne parler que de cela, IGIB Africa, c'est une douzaine de laboratoires et le laboratoire qui nous invite aujourd'hui est le laboratoire de communication et de stratégie. Et c'est avec un grand plaisir que j'introduis mon collègue, le docteur Dramane Bouko, que je salue et que je remercie pour son attachement à notre université commune. Le docteur Dramane Bouko est assistant de recherche en relations internationales et pour les études et la paix. Il est d'une expérience éprouvée, un peu moins d'une quinzaine. Il est chargé de recherche sur le contrôle des armes légères, les études géopolitiques et géostratégiques en Afrique et en Asie, et fin connaisseur de l'environnement géostratégique africain et spécialiste des questions de sécurité et de stratégie de la Grande Chine. Donc, chers amis, chers collègues, je vais donc
te passer la parole. Et je souhaite à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, aux autorités en leur rang, diverses qualités, à tous nos auditeurs partenaires, les plus jeunes, les élèves ingénieurs de l'Université Joseph Africa, les polytechniciens du business admin. Je vous souhaite une bonne écoute et nous gardons donc le contact pour les débats, les discussions en direct ou inbox. Je vous remercie. Merci, M. Romaric. Je retourne donc. Merci, M. Ayi. Donc, tout de suite, je laisse la parole à M. Boucor. Thank you, Mr. Ayi, for this introduction. And Mr. Boucor, the floor is yours. Thank you so much. Good morning, everyone, or good afternoon. This is depending on your location. So thank you so much. I would like to appreciate this opportunity that I have to speak today, on the behalf of Egypt Africa, where I have been teaching for some years. Thank you so much, dear Professor Ayi, and also Mr. Romaric, for all the preparation from the beginning to this special day. It's a great honor and a great pleasure for me to share the small experience that I have about intelligence, about the research that's, about international intelligence in the world. And especially, so the impact of international intelligence in Africa. So it will be just because of time, we can't explore, it's a broad topic that we cannot explore all the aspects just in 1 hour, but we will try our best, so to do the maximum with the few time that we have. So thank you so much. Thank you so much to all the participants also that are connected live. I greet you all. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un réel plaisir pour moi pour prendre la parole ce matin ou bien ce soir. Donc, cela dépend parce qu'il est 8 heures ici, à New York, en direct. Donc, c'est un réel plaisir. Je remercie donc aussi les autorités du GIP Africa, le professeur Ayi, également M. Romaric pour la préparation logistique et tout ça, donc qui a été pratiquement, qui était à mes trousses, je dirais, depuis quelques jours. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement parler donc du renseignement international et son impact. Et rapidement, ce que nous allons faire, c'est de commencer d'abord par définir ce qu'on entend par le renseignement. Donc, le renseignement, c'est la collecte d'informations, l'évaluation et l'interprétation de toutes les informations qui pourront permettre aux décideurs de prendre des décisions stratégiques. So the most important, first of all, let us start with with the definitions. Definitions of intelligence. What do we know about intelligence? The intelligence, it is the collections, the evaluation and analysis of information that are valuable and that can be useful for decision making, so for leaders in order to prevent, security and development in the specific nation. Vous savez, sans le renseignement, il serait compliqué à un État de pouvoir être d'abord en sécurité, sur le plan sécuritaire. C'est ça d'abord la première des choses. Et ce serait un peu compliqué pour un État de pouvoir se développer lorsque le système de renseignement est défaillant. Vous voyez, les grandes nations ont compris en réalité que le développement passe par le renseignement. Parce que lorsque vous investissez dans le renseignement, lorsque vous avez le renseignement, cela vous permet en réalité de pouvoir prendre des décisions en amont et prévenir le danger. C'est ce que les gens ont compris en réalité. So the international intelligence, the major countries in the world like US, China, Russia, UK, France, so they understand that, for a country to develop, the major thing that they have to do is to invest more on international intelligence. It is very important. Ouais, ici, par exemple, aux États-Unis,
Et lorsque vous prenez le département de défense, comme on appelle le DOD, voyez, ça compte pratiquement 3 millions de fonctionnaires. Et le budget, la plupart du budget va beaucoup plus vers le renseignement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris en réalité l'importance du renseignement. Please, next slide. Yes. Alors, donc, il y a plusieurs types de renseignements. Nous ne pouvons pas aborder tous ces aspects donc, de renseignement. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le renseignement militaire et politique. Il y a le renseignement politique, économique, technologique, scientifique, militaire, criminel, le contre-espionnage, etc., etc. There are different forms of international intelligence: political, economic, technological, military, criminal, and counter-intelligence. We cannot, focus on all those forms of intelligence. We will specifically focus on political and military intelligence because we will be talking about Africa. So all these, intelligence that, we are concerned, we will focus specifically on political and military intelligence. Donc, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le renseignement militaire et le renseignement politique, donc en Afrique. Allons-y. Next slide, please. Yes. Alors, what is the relationship between intelligence and policy making? So, of course, as I said, so the intelligence, give the capacity, for policy making, to make, early warning decision to avoid negative surprise. Voyez, en réalité, le renseignement, c'est une opportunité qui est offerte en réalité aux politiques pour leur permettre d'éviter ce qu'on peut appeler les surprises négatives. Mais vous savez, bien avant que les États-Unis ne soient frappés le 11 septembre 2001, déjà la CIA, 5 ans, 6 ans, déjà bien avant, a averti le président Bush pour lui dire attention, Al-Qaïda est en train de se préparer. Hein. Ouais, depuis 5 ans, le directeur de la CIA d'alors a averti le président Bush, mais qui n'a pas pris cela au sérieux. Vous comprenez? Donc, en réalité, dans des pays où le renseignement est efficace, voyez, donc le renseignement joue le rôle de prophétie. Attention, il y a tel événement qui risque d'arriver, tel malheur qui risque d'arriver, tel individu est dangereux, il faut le surveiller de près, nous avons des informations sur lui par rapport à sa source d'enrichissement, etc., etc. Donc, le président, les autorités américaines ont été bel et bien avertis avant les frappes du 11 septembre 2001. Mais voilà, le président ne l'a pas pris au sérieux parce que, bon, voilà, etc. Donc, on n'a pas pris au sérieux. Bon, il y a eu un peu de négligence, mais tout de même, la CIA avait déjà averti les autorités américaines. So, an example that was given about the relationship between intelligence and policy making is that those people are working, as early warning, advisor. So I was given an example of, so before the 9/11, so the CIA was aware about, the Al-Qaeda actions that they are going to target the US. But Bush, the former president at that time, did not take that one seriously. So it's very, very important to mention that. Next, please. Good. Alors, donc, l'objectif, comme on l'a dit, du renseignement, c'est de fournir aux décideurs politiques, comme on l'a dit, fournir aux décideurs politiques des informations opportunes, critiques, identifier les opportunités, naturellement, et puis aider à la bonne gouvernance. Voilà en réalité l'objectif du renseignement. L'objectif principal du renseignement, fournir aux décideurs politiques des informations opportunes, critiques, identifier les opportunités pour l'État en question qui investit dans le renseignement, aider à la bonne gouvernance en fournissant des renseignements honnêtes. What are the purposes? The purpose of intelligence? Intelligence has 3 main purposes. The first one is to provide to policymakers turnout and critical information. Number 2, identify opportunities, in international environments. And last, not the least, to assist good governance.
by providing honest and critical, informations, that may weakens or maybe, that will prevent the state, to fall in errors or some mistakes. Next, please. Naturellement, donc, le renseignement a des principes. Donc, pour que le renseignement soit efficace, il y a des principes qu'il faut suivre. C'est qu'il faudrait d'abord que le renseignement soit dans une capacité nationale d'intégration, une neutralité politique, c'est très, très important. C'est ce deuxième aspect. Sanctions législatives, responsabilité de contrôle, équilibre entre secret et transparence, séparation des renseignements, l'élaboration politique, etc., etc. You know, intelligence has some basic principles, and among those principles, the most important is political neutrality. Very, very important. The balance between secrecy and transparency, separation from intelligence and policy making. La séparation entre le renseignement et l'élaboration des politiques. Oui, c'est ça qui est un peu difficile, même dans les grands pays aujourd'hui. Faire une séparation, ces principes-là sont un peu difficiles dans la pratique à respecter parce que, bon, vous savez, il y a dans certains grands pays, les chefs de renseignement, il y a plusieurs chefs de renseignement qui ont claqué la porte aux dirigeants policiers pour leur dire niet, tout simplement parce qu'ils voient en réalité que l'influence, voilà, l'influence du politique donc, dans l'exercice de leur fonction. Voyez, c'est comme on parle de séparation de pouvoir au niveau, donc, au niveau démocratique. C'est comme ça. Donc, en réalité, le renseignement, donc, les services de renseignement, en réalité, devaient être apolitiques, en principe. Donc, les services de renseignement devaient être, en principe, indépendants, neutres, ne pas subir l'influence, voyez, du politique. Parce que si vous suivez un peu, si vous suivez l'influence du politique, vous ne pouvez pas rendre équitablement donc, votre mission, la mission qui vous est assignée. So, if there is no separations, there is no neutrality among the intelligence services agencies, between the international agents, those are those who are working for intelligence services and the policy making or politics. It will be very difficult for for the institutions to perform their functions very well. We talk about neutrality, we talk about separation from intelligence and policy making, transparency. But the problem is that in practice, it's very difficult to do that. Please, next slides. Au suivant, s'il vous plaît, next slide. Yes, le cycle du renseignement. Vous savez, donc, le renseignement, comment cela fonctionne? Voilà, quand on parle du cycle du renseignement ici, c'est de savoir donc comment ça fonctionne. Le renseignement fonctionne pratiquement en 16 étapes-là. Donc, d'abord, il faut que le décideur ou bien les hommes politiques puissent exprimer les besoins. Il faudrait qu'ils puissent exprimer les besoins par rapport à un domaine spécifique, politique, économique, militaire, sécuritaire, etc., environnemental. Il faudrait donc que les experts de ce renseignement-là puissent collecter les données, traiter ces données-là qui sont collectées, les analyser, collecter donc, toutes les informations dans le domaine précis, traiter ces informations, les analyser, bien, traiter celles qui sont utiles ou bien celles qui pourront être utiles, les analyser et puis enfin donc les diffuser. Ouais, donc voilà un peu comment cela fonctionne. Quand on dit diffuser, ce n'est pas pour partager au niveau à tout le monde, donc c'est pour rendre compte à celui qui a demandé donc, le renseignement dans le domaine. So what's a cycle of intelligence? So what do you mean by cycle of intelligence? The cycle of intelligence simply means how the intelligence agencies functions. How do they perform on the field? What is the meaning of that? Simple. So the first of all is the planning and direction. So the planning and direction, so in which area do we want to investigate? Economic, political, military, etc. So, and then after that, we collect the necessary or the useful information that we need, processing and exploration of those information that will be useful for us, analysis and productions, disseminations. Dissemination not to everybody, but to policy makers. Please, next slide. Voilà un peu une idée sur les top 10 des agences de renseignement les plus puissants
Donc, les agences de renseignement les plus puissantes au monde, donc les top 10, il y en a plusieurs, effectivement, nous avons des centaines, des milliers donc, de renseignements, donc d'agences de renseignement dans le monde, mais les plus puissantes au monde, celles qui peuvent bouleverser l'humanité, celles qui ont d'impact sur le continent africain, celles qui ont d'impact sur le continent asiatique, celles qui ont d'impact sur le continent européen, celles qui ont d'impact sur le continent américain. Les voilà. Vous voyez, donc nous avons en Inde, en Israël, il y a le Mossad qui est très très puissant dans le monde et en Afrique. La CIA, tout le monde en connaît, donc voilà, avec leur logo à côté. The top 10 international services in the world. We have thousands of international services, international agencies in the world, but those ones, they are, they have a great impact all over the world, all the continents, including Africa, all the political and military things that happen in Africa. So they are responsible for that. So this top 10, we have in Australia, in France, China, Germany, Russia, Canada. Those ones, especially, France, US. So they're the one that have impacts, in Africa. Please, next slides. Voilà. Maintenant, nous allons véritablement aborder notre sujet, donc l'impact, donc l'intervention de la CIA donc, en Afrique, donc de ces agents de renseignement. Donc, je vous ai dit, cette top 10 là, il faut faire très, très attention, c'est les plus dangereuses parmi des milliers de renseignements que nous avons. Ce n'est plus un secret aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc, que Mandela, que tout le monde connaît, donc depuis 1962, était dans le collimateur donc, de la CIA. Et aujourd'hui, donc, ces services-là ont reconnu aujourd'hui dans son incarcération, donc la CIA a joué un grand rôle donc, dans la déstabilisation de la vie politique donc, de l'Afrique du Sud, donc, notamment dans la ville de Mandela. So the first thing that we know is about Mandela. So that the CIA so is that agency that has, that were deeply involved, so on destabilizing, the political life, of South Africa, and especially because Mandela was considered as a communist. The Cold War has started at that period in 1947 to 1996, 1962. So Mandela was considered as a communist. And then, during the Cold War, there was a separation between communists and capitalists that are fighting, all over the world, especially in Africa. So Mandela was considered as an element of communism. So Mandela était considéré par la CIA. Vous savez, on était en pleine guerre froide, naturellement, où les grandes puissances voulaient imposer leurs idéologies. Donc, dans le monde, d'un côté le capitalisme, de l'autre côté le communisme. Mandela était considéré comme un communiste, c'est-à-dire voulant épouser l'idéologie donc communiste et russe. Donc voilà un peu pourquoi la CIA était assez trousse dans le temps, parce qu'il y avait donc cette guerre d'idéologie qu'il fallait installer donc dans tout le monde entier, plus précisément en Afrique. Donc voilà un peu ce qui a fait que donc la CIA était aux trousses donc de Mandela, communisme et contre capitalisme. Next slide, please. Monsieur Boko, est-ce que vous pouvez juste reculer parce que quand vous avancez trop vers votre caméra, on ne vous voit pas. Ah, d'accord. Voilà, là, c'est parfait. OK, merci. Oui. OK, please, next slide. Good. Autre personne également donc, qui était dans le collimateur de la CIA, c'est Patrice Emery Lumumba. Même chose, exactement, même chose qu'on a reproché à Mandela, donc qui Lumumba était considéré comme communiste. Vous voyez, donc au service des Russes et de Cuba, vous comprenez? Donc, c'est toujours en pleine guerre froide, en pleine guerre froide, donc la CIA également donc, a reconnu, donc était également assez tous parce qu'il était considéré comme un communiste. So the same thing that I explained before Mandela in South Africa, so we were at the Cold War period, so Lumumba was considered as a communist by CIA, so by supporting communist ideology, so Russians, Cuban ideology against, capitalism, in US. So that's why the CIA planned also to put an end to his political and physical life. So that's good. Next slide, please.
Another one is Kwame Nkrumah. So Kwame Nkrumah is also the same. You know, we are talking about the Pan-Africanism in Africa. So when we talk about the Pan-Africanism today, so Kwame Nkrumah is one of the major names that we mention, you know, in the world when we are talking about Africanism, you know, or Pan-Africanism in Africa. So the same thing that CIA also considers so Nkrumah so as a communist, as a Pan-Africanist, so and so on, that you know that want to make the communism to develop, to spread all over the continents by uniting the continents and so on. So it's the same thing. And then the military coup was organized against him. So and then everything was planned so by international agency. So the cas de Kwame Nkrumah, bien sûr. Qui, quand on parle donc du panafricanisme aujourd'hui, ça fait partie des grands noms, donc en dehors de ces deux que nous venons de citer, Mandela, Lumumba, donc Kwame Nkrumah fait partie des grands noms que nous avons aujourd'hui quand on parle du panafricanisme. Alors donc, étant donné qu'il était dans cette vision donc d'étendre l'unité de l'Afrique et tout ça, donc bon, voilà un peu donc communiste. Quand vous avez ces idéologies-là, on vous dit, on vous taxe de communiste, donc dans le temps. Voilà un peu comment a été renversé dans le temps. Même chose également au niveau de l'Angola, le MLP-là, donc également était considéré comme, comment on appelle, comme un parti politique. Vous savez, donc juste après, pendant l'indépendance de l'Angola, il y avait 3 partis politiques qui se disputaient le pouvoir. Mais le MLP là à l'époque, donc à qui le pouvoir avait été transmis, était considéré comme communiste à l'époque. Vous comprenez? Donc recevant de l'aide des Russes, recevant de l'aide donc de l'Union soviétique à l'époque, pardon, excusez-moi, de l'Union soviétique à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de la Russie, on parlait de l'URSS à l'époque. Donc l'aide provenant donc de choses, parce que vous vous rappelez de l'unité de Jonas Savimbi qui était soutenu donc de l'autre côté aussi par le camp occidental. Donc, so it's the same thing that's happened in Angola. So the MNPLA, you know, so there are 3 major political parties in Angola. So just after the independence, or before and after the independence, so the MNPLA so was considered as the political party, the MNPLA of Augustino Neto was considered as a political party that was close to USSR bloc, because they received military support, financial support from USSR, Soviet Union bloc, and so on. So this leader, Augustino Neto, was one of the first leaders. So in Angola in 1970. So and then in 1975, and then he was overthrown. So by another party that was considered as close to capitalism, democracy, and so on. So l'Angola a connu une guerre civile qui a duré pendant 23 ans, je crois, 23 ou 24 ans, de 1975 à 2002. Donc voilà, bref, donc tout ça. Next, please. Voilà, Hissène Habré, que tout le monde connaît, donc voilà, au Tchad, qui donc a été renversé également donc par chose, parce que lui aussi, donc, considéré à l'époque comme panafricaniste, donc proche du colonel Muammar Kadhafi, qui prônait l'africanisme, voilà, ou bien l'africanité, donc, et tout ça. Donc, voilà un peu, donc, vous savez, le Tchad, depuis le seul président qui a été démocratiquement élu à l'époque, c'était le tout premier président dont le nom m'échappe. Sinon, en dehors de lui, pratiquement, tous les autres pratiquement qui sont venus au pouvoir donc, ont été, c'est par les armes. Donc, voilà, donc, au Tchad. Donc, en dehors de François Tombalbaye, voilà, le nom m'est revenu, en dehors de François Tombalbaye, le tout premier président donc, du Tchad, tout le reste ont été successivement renversés avec l'influence des agences de renseignement. So, Hissène Habré, so who was considered as one of the Pan-Africanists, very close to former Libyan leaders, Muammar Gaddafi, so was overthrown because he was, considered as someone who was spreading communism ideology in Africa.
Next, please. Next slides. Yeah. So, que tout le monde connaît. Vous voyez, elle a été utilisée fortement à l'époque, voilà, donc depuis 1965 jusqu'en 97, pratiquement pendant près de 34 ans, enfin, donc Mobutu, donc ça là, ce n'est pas quelque chose qui est caché, donc ils l'ont dit, la CIA l'a exprimé ouvertement, donc après l'avoir utilisé, donc Mobutu devrait physiquement partir, non seulement il devrait perdre le pouvoir, mais également lui-même sa vie était en danger. Il a fallu donc qu'il puisse s'infiltrer pour quitter le pays donc dans la précipitation. Donc voilà un peu après avoir donc été mis au pouvoir par l'agence, la CIA. Donc c'est à un moment donné quand les relations n'étaient plus donc au beau fixe entre les deux, donc entre Mobutu et puis donc les États-Unis. Donc à un moment donné, il fallait qu'il parte. Voilà. OK, please, next slide. Voilà, le cas africain maintenant, pardon, le cas francophone. Alors, le cas francophone, ça c'est depuis De Gaulle jusqu'à Sarkozy. Là, nous allons très, très rapidement. So, from the case of France, so the intelligence services from the French intelligence services from De Gaulle to Sarkozy. Here we are just going to skip very fast. So, of course, more than 22 presidents, African presidents have been murdered. So by French intelligence services, and the most known, is called la Direction de surveillance du territoire. So, donc, depuis le général de Gaulle, juste depuis 1963, donc la période du général de Gaulle, et puis donc jusqu'en 2011-2012, donc plus de 22 présidents donc, ont été pratiquement assassinés par l'influence des agences de renseignement, donc des agences de renseignement français, et puis pratiquement l'agence qui est spécialisée dans cette mission nationale qu'on appelle la Direction de surveillance du territoire. Allons-y, next please. Yes, voilà, la Direction générale de l'exécution, donc qui est sous le contrôle donc donc de la direction du territoire, donc voilà un peu, et qui est pratiquement en collaboration avec, comment on appelle, naturellement, avec certains dirigeants africains, naturellement, donc ont pu commettre pratiquement, donc, ont accompli leur mission, ont accompli leur forfaiture donc, sur le territoire africain. Voilà, allons-y. Next. Alors, pourquoi? Quelles sont les raisons? What are the motivations? So what are why the intelligence services are doing this? But first of all, the rank of France at UN, it's very important. Access to strategic and raw materials, financing the French political life, and the role of France as a subcontractor to the US. Quelles sont les raisons? Les raisons pour lesquelles la France, donc, ou bien les agents de renseignement donc, français, donc, agissaient de cette façon donc, sur le territoire, bien sûr le continent africain, le rang de la France à l'ONU avec le cortège d'État, l'accès aux matières premières naturellement, le financement de la vie politique française, le rôle de la France comme sous-traitant des grandes puissances, parce que bon, voilà, on considère que la France a cette grande influence-là sur le continent africain. Donc, elle joue le rôle de sous-traitant quelquefois pour les États-Unis. Next, please. Voilà, quelques présidents. Donc, parmi eux, nous avons le président Sibalus Olympio du Togo, Ironsi, Ali Shemak de la Somalie, Abdelrahman, Zanzibar. Donc, Zanzibar, c'est, comme on appelle, l'actuelle Tanzanie. Voilà. Allons-y, please. Next. So, la liste est tellement longue. Madagascar, François Ngata, Tombalbaye. Donc, ça, c'est celui dont je parlais donc, au Tchad. Donc, Tombalbaye, donc, qui a été renversé à l'époque. C'est le seul pratiquement que le Tchad a connu comme mon président légal. Donc, c'est donc Tombalbaye. Vous voyez là, François Ngata Tombalbaye. Murtala Mohamed également. Donc, c'est la signature donc, de l'agence française. Marine Gwabi au Congo, Brazza. Next, please. So there is no problem for Anglophone because just to see the slides,
the pictures you are seeing with your screen. Ethiopia, they intervened in Ethiopia, in Egypt, Liberia, so William Tolbert, Sankara. So everybody knows the story of Sankara. So in Burkina Faso, and then the person who is suspected to have done the job is still there, alive. I don't want to mention him, but you know. Donc le cas de Sankara que tout le monde connaît. Donc la personne qui est suspectée donc de pouvoir agir donc avec la complicité des services de renseignement français, il les connaît. Je ne vais pas citer de nom pour l'instant. Donc voilà, donc tout le monde connaît. Bref. Next, please. Voilà, le cas des Comores. On voit un peu pratiquement, hein, donc c'est le tour de l'Afrique. Hein. Libéria avec Samuel Doe, que tout le monde connaît. Également en Algérie, Burundi. Yeah, next, please. Voilà, donc le cas du président rwandais, Habyarimana, ce qui a déclenché. Aujourd'hui, on parle de génocide. Moi, je mets ça en griffe. Les recherches aujourd'hui nous permettent donc de mettre cela en griffe, hein, donc par rapport au cas rwandais. Hein, je mets ça un peu en griffe parce que si vous lisez aujourd'hui beaucoup d'ouvrages, on parle de guerre civile parce que tout ça c'était des manipulations de mots pour qu'on en arrive, pour qu'on parle de génocide. Ouais, donc, bref. Niger avec le cas de Bahri Maïnassara, Laurent Désiré Kabila au Congo. Next, please. Ça, c'est le successeur de Mobutu. Bernardo Vieira en Guinée-Bissau, et puis enfin donc le cas Kadhafi que tout le monde connaît, donc qui s'est passé récemment en 2011. Next, please. Voilà, nous avons également d'autres agences de renseignement qui agissent donc en Afrique. Naturellement, we have some other powerful agencies that are working in Africa. So we talk about Mossad. So about the top 10, so we and Wagner. So Mossad is Israel, and yes, par rapport au Mossad, Mossad, c'est une agence de renseignement très puissante, donc qui est israélienne, qui agit en Afrique également, donc il y a des impacts sur le continent africain, parce que entre-temps, il y avait des passagers, comment on appelle, israéliens qui étaient à bord donc d'un vol et qui donc devraient transiter par l'aéroport donc de l'Ouganda et qui étaient dans le collimateur donc de certains commandos donc de certains terroristes. Donc ce qui fait que Israël donc était obligé, donc les agences de renseignement Mossad étaient obligées donc de pouvoir intervenir et qui aujourd'hui donc ils ont une base, ils ont une assise en Afrique de l'Est, donc pour pouvoir donc protéger leurs ressortissants. So Mossad is an Israeli agency, so that is very, very powerful in the world. So in 1976, so there was, you know, an airplane that was supposed to land in Uganda airport, carrying 83 Israeli passengers. So there is an information, you know, given by Mossad that the Palestinian group were planning to hijack the plane, you know. So ce groupe palestinien avait pour objectif de détourner donc l'avion qui transportait 83 Israéliens sur les 229 passagers pour détourner l'avion donc qui devrait atterrir en Ouganda. Donc, Mossad a pu réagir et depuis ce temps, donc, ils ont une base donc, sur ce territoire. Next, please. Voilà, les activités de Mossad. I hope everybody can remember this image in 2013 in Kenya, in Nairobi. So there is a big supermarket that was attacked by Al-Shabaab terrorist group. So it was through the support of Israel forces, you know, that, you know, the customers or the people were rescued. Tout le monde se rappelle de cette image-là, donc de 2013, où dans un grand supermarché international à Nairobi, qui a été attaqué par le groupe terroriste qu'on appelle El-Shabaab. Il a fallu l'intervention de Mossad, donc qui ont appuyé les forces de sécurité kenyanes pour pouvoir secourir donc, et évacuer donc, les clients et les civils qui étaient donc, au niveau de ce supermarché-là. Next, please.
Aujourd'hui, donc, on parle de Wagner, que tout le monde connaît très bien. Donc, Wagner, qui est pratiquement une couverture. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une agence internationale qui intervient en Russie, qu'on appelle, qui est connue internationalement, mais Wagner est beaucoup plus présent aujourd'hui en Afrique. Donc, dans plusieurs pays, on parle donc de la Libye, du Soudan, Mozambique, Madagascar, l'Afrique, Central African Republic, bien, la Centrafrique, le Mali, etc. Aujourd'hui, le cas malien aujourd'hui donc fait figure d'école ou bien donc de débat. Donc, il compte pratiquement plus de 1000 hommes. So we are talking about the federal security, so the Wagner, so that is present in Africa, so that is present in a number of countries like Libya, Sudan, Mozambique, Madagascar, Central African Republic, and Mali. So with almost 500 men, so that are present, so they consider them as an agency. Next, please. Bon, ici, c'est une question que je me suis posée, les cas récents, donc les cas récents, le cas du Mali et du Burkina Faso, donc le jeune colonel, également le cas du Mali, donc Assimi Goïta, et puis le cas de la Guinée, donc Doumbia. Donc, est-ce que bon, ce sont les questions, hein? Donc c'est une problématique qui m'est arrivée. Peut-être nous allons parler de cela tout à l'heure, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que ces cas-là, on peut dire qu'il y a eu influence? Pour le moment, nous sommes en science, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas donner des idées dont vous n'êtes pas encore sûr. Si vous n'avez pas encore de preuves, il faut éviter donc de faire certaines affirmations. Donc, so we have those military coups, the recent military coup in Mali, in Guinea, in Burkina Faso. Is there any external influence? Here is a question. I cannot say yes, I cannot say no. Yeah? So I cannot say yes, I cannot say no, because we are in, as a scholar, you have to be careful. So you should not say something without evidence. So, pour ce cas-là, donc je ne vais pas me prononcer pour dire est-ce qu'il y a une influence d'agences et des agences de renseignement extérieures. Pour le moment, on attend donc d'avoir des preuves donc, pour éviter de faire des affirmations gratuites. Next slide, please. Quelles sont les recommandations que nous faisons pour finir? Parce que donc, depuis l'influence de ces agences de renseignement, pour finir, nous pensons qu'il est très, très important pour l'Afrique de vraiment lutter pour l'indépendance et la liberté politique et économique, surtout la liberté économique. Donc, surtout la liberté économique. Si vous n'êtes pas libre économiquement, vous ne pouvez pas être libre politiquement. Ça, c'est très, très capital. Parce que celui qui vous finance, vous commande. Voilà, il n'y a rien à faire. Travailler pour l'Union africaine et la cohésion sociale, surtout la cohésion sociale. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de ces pays-là, le cas même de mon pays, le Bénin, ces pays qui vivent le terrorisme en Afrique, que ce soit le cas du Mali, dans le Sahel, le Burkina Faso, le Niger, etc., etc. Vous voyez, la cohésion nationale, elle est très importante pour la sécurité. C'est très important. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut comme facteur de développement, mais s'il n'y a pas la cohésion nationale, ce serait vraiment compliqué d'atteindre les objectifs, surtout les objectifs sécuritaires. Donc, la situation actuelle, la situation que vit la plupart de ces pays-là aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Ah non. Prenez le cas du Botswana, prenez le cas de la Namibie. Aujourd'hui, ces pays-là, qui sont des exemples, vous voyez, pour le continent africain. Encourager les leaders qui sont patriotes et qui luttent pour la bonne gouvernance. Travailler à la promotion du système éducatif d'excellence en Afrique. Nous savons comment ça fonctionne. C'est la méritocratie et non l'excellence. Poursuivre ceux qui gèrent mal les fonds publics. Ouais. Faire prévaloir la bonne gouvernance par-dessus tout. Développer de solides services de contre-espionnage. C'est ça qui nous manque en réalité. Développer de solides services de contre-espionnage en Afrique. Intégrer des cours patriotiques et nationalistes dans les programmes éducatifs africains. What are the recommendations that I'm making after this presentation? Is to struggle for real political and economic freedom, especially the economic freedom, because if you are not free, if you don't have economic freedom, you cannot have political freedom. Number two, work for real African union and social cohesion.
I said the social cohesion is very important because the African, the current situation that we are facing can be reversed if really we want it. Encourage leaders who are patriotic or and struggle for good governance. Work to promote excellence education system in Africa. This one is possible if really we want it. Prosecute all those who mismanage public funds. Prevail good governance above all. Develop strong counterintelligence services in Africa, and integrate patriotic and nationalist courses, in African education system. Thank you. Next slide. I don't know if yes. So thank you for your attention. Please, here is my email address. Now the floor is for the participants. Thank you, Mr. Romaric. I give the floor to you first, and then you are going to continue with the others. Thank you. All right. Thank you, Mr. Buko. As one participant said, we have some great insight about this question today. Merci beaucoup, Monsieur Buko. Comme l'a dit un des participants, nous avons eu beaucoup d'informations intéressantes sur cette question du renseignement, du rôle du renseignement international en Afrique. Donc maintenant, avant que des questions n'arrivent directement par les participants, soit dans le chat ou en audio, je vais vous poser des questions qui ont été récoltées au cours des inscriptions. So before we have some questions from the participants who are online today, or by the chat or either with by raising your hand, I will share with you some questions we received during the registration process. And by the way, I will also launch a quick poll for the participants to let us know the role of the African intelligence in our country. So, pendant que nous faisons cette séance d'échange de questions-réponses, je vais aussi lancer un petit sondage à l'intention des participants pour vous demander quel rôle vous voyez dans l'appui des agences de renseignement en Afrique. Alors, donc, Monsieur Buko, il y a un ensemble de questions qui portent sur la portée de ce type d'intervention parce qu'on ne parle peut-être pas assez de ces questions-là dans des séminaires grand public. Donc, quel est l'objectif de telle conférence? Quel peut être son impact? À qui profite le renseignement international? Et comment est-ce que les participants peuvent s'informer plus? Allô? Oui, vous pouvez y aller déjà. Ah, d'accord. Oui, en réalité, lorsqu'on parle de renseignement international, que ce soit, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné parce qu'on a tendance à croire que le renseignement, c'est l'aspect, c'est seulement pour les agents de service de sécurité, de l'armée ou de la sécurité, simplement. Non. Tout le monde est concerné quand il s'agit du renseignement. Et nous tous, tout être humain, tout citoyen est un agent de renseignement. Parce que, en réalité, les services ou les agents de renseignement ne peuvent rien sans la collaboration, la coopération donc, des citoyens. Parce que c'est l'information, en réalité, que les citoyens ou que les citoyens que nous sommes, que ce soit des citoyens lambda, des civils ou un peu partout dans notre environnement, voyez? Donc, ce sont ces informations-là qui sont traitées, qui sont relayées d'abord, donc aux acquis de droit, qui sont traitées, analysées, vous voyez, qui sont traitées, qui sont analysées, qui sont disséminées, et en réalité qui permettent donc de prendre des décisions en amont avant que le pire donc, ne se produise. Vous voyez un peu, bon, sans la collaboration donc, des civils ou des individus, donc de toute la population en réalité, le renseignement n'existe pas, il ne pourra pas exister. L'efficacité se trouve au niveau donc, de la base. Donc, tout le monde est concerné, vous comprenez, donc lorsqu'il s'agit donc du renseignement.
Et rien ne doit être négligé. Voyez un peu, par exemple, nous avons des supermarchés un peu partout dans le monde, en Afrique. Et à un moment donné, on vous dit, ah, tel client-là, il est fidèle. Et on va lui accorder, on va lui donner une carte de fidélité. Monsieur, prenez ce formulaire-ci, là, remplissez votre nom, prénom, téléphone, domicile, etc., profession, blablabla, tout ça là. Et après, on vous dit, bon, voilà, c'est votre carte de fidélité de Revan. Hein, c'est votre carte de fidélité de tel supermarché, etc. Bon, je ne suis pas là pour, excusez-moi, ce n'est pas pour faire la publicité de quelque chose. Donc ouais, ce sont ces trucs, voyez, vous remplissez, vous pensez que bon, voilà, et tout ça. Non, ces données-là sont sauvegardées, peuvent être utiles. Qu'est-ce que vous achetez fréquemment? À quelle hauteur? Vous ne savez pas, pour vous, on vous dira non, vous avez une réduction de 5%, vous avez une réduction de 10%. Donc, en réalité, ce sont ces informations-là qui sont gardées pour voir, bon, le pêcheur, il dépense jusqu'à hauteur de combien? Chaque semaine, il achète quoi, etc., etc. Donc, tout ça là, puisque tout est aujourd'hui des supermarchés, tout est recordé. Hein? Donc, voilà un peu donc, ce que je peux dire. Donc, sans le savoir, nous sommes des agents de renseignement et nous fournissons des informations sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre environnement tous les jours sans le savoir. Vous comprenez? Donc, bon, l'impact de cette conférence sur l'Afrique, c'est qu'en réalité, ça va nous permettre de prendre conscience. Ça va nous permettre de prendre conscience parce que, vous voyez, le renseignement aujourd'hui, c'est quelque chose qui est négligé au niveau du continent africain. I'm sorry, please let me answer to the question to the English first. So I'm sorry for Anglophone. So I was talking about, so who are concerned, the first, so who are concerned, who are those people who are concerned about the presentation that we are making? I say, yes, everybody is concerned, of course, because wherever we are in our environment or place of living, we are all agents of intelligence, wherever we are. It is very important, you know, without population, without the collaboration of each of us, the intelligence, you know, cannot operate accuracy. You know, then, you know, it's very important to know that, you know, the collaboration, because the informations are coming from where? The information are coming from the populations. The information are coming from those with whom we live. And then all as we are an agent of information. We are an agent of intelligence, whether we like it or not. I was given an example of, you know, so for example, if you used to go to supermarket or something like that, so it is very important. So they say, okay, please, we have a card for you. Please fill that form, put your name and so on, everything. So you fill everything, your information, your name, your full name, date of birth, where do you live. So they, you know, all these things will help you, we help them to have the information about you. How frequently do you come to the supermarket? What do you buy? So how much do you spend? You don't know. But they are having these records. You know, it's very important. So the impacts of this conference, so it will help, you know, the policymakers, you know, to take, you know, seriously what we call the intelligence, because we are not taking it, you know, we are taking it lightly in Africa. We don't invest, you know, in intelligence, you know. So here is the problem. It's very important. So l'impact, ça va permettre, si je suis sûr, peut-être, bon, s'il y a des dirigeants ou des décideurs politiques, ça va leur permettre de pouvoir comprendre que le renseignement, c'est quelque chose de très efficace qui, en réalité, donc, permettra aux décideurs de pouvoir investir, si possible, pourquoi pas, dans le renseignement. Et le renseignement, aujourd'hui, ouais, je parlais donc du cas des États-Unis. Donc, le ministère de la Défense des États-Unis, ça fait 3 millions de fonctionnaires. 3 millions de fonctionnaires pour qui travaillent pour le ministère de la Défense aux États-Unis. 1,3 million environ sont dans l'armée. Le reste, c'est dans le renseignement. Il y a le renseignement donc, des services marines, le renseignement de l'armée de terre, le renseignement de l'armée de l'air, le renseignement des cybercriminels. Chaque secteur de la sécurité ici aux États-Unis, ils ont des services de renseignement spécialisés. Et quand j'ai eu donc l'opportunité, il y a un cours que je fais actuellement, donc US Military Strategy and Defense.
j'ai été tellement surpris de voir que le renseignement dans le budget de 2021 et le renseignement dans le budget de 2022, dans le ministère de la Défense, c'est ça en réalité qui a pris la quote-part, donc la part de lion, comme on le dit. Donc, le service, le département de renseignement, puisque c'est ça qui leur permet en réalité d'être fort, d'être puissant, la CIA, le FBI. Vous voyez? Bon, à qui profite réellement le renseignement international? Le renseignement profite à tout le monde, pas seulement aux dirigeants. Le renseignement profite à tout le monde, à tous les citoyens. Parce qu'en réalité, le renseignement permet de prévenir. De prévenir en amont. Si je peux me répéter, si l'expression existe, parce que quand on dit prévenir en amont, c'est déjà, si ce n'est pas une tautologie, ça permet de prévenir du danger, de voir loin, de prendre des décisions qu'il faut, donc voilà, pour pouvoir éviter la catastrophe. C'est ça en réalité. Le renseignement profite à tout le monde, parce que si l'État est défaillant, les citoyens également sont affectés. So, who are beneficial of international intelligence? Everybody, because if they still fail, so also it will impact, it will affect, the citizen. Comment puis-je m'informer plus? Oui, comment vous pouvez vous informer plus? Ouais, comme je l'ai dit, nous sommes tous des agents de renseignement. Vous savez, il y a une chose, ce n'est pas tout ce qui est diffusé ou publié, voyez, n'est pas dans le renseignement. Voyez. Il y a des choses qu'on peut avoir, des informations qu'on peut avoir à la télévision, à la radio, aux journaux, tout ça. Tout ce qui est, comme si c'est passé, le mot existe, tout ce qui est publiable, si ça existe. Vous voyez? Donc, tout le monde est informé. Bon, voilà, il y a telle chose qui se passe à tel endroit. Bon, ça, c'est de l'information. Vous voyez? Mais donc, l'information, vous pouvez donc l'avoir à tout moment, donc par les médias, etc., etc. Rôle et impact. En quoi le renseignement international aide le Bénin à sortir de la pauvreté? Monsieur Boucault, oui. Avant de continuer sur les questions des inscriptions, on va passer d'abord à des questions en direct. D'accord. On va prendre une question audio. Oui. Et après, je vais vous donner des questions dans le chat. OK, ça marche. So, Monsieur Abias, vous pouvez poser votre question. OK, je remercie le docteur Raymond Boucault pour cette brillante présentation. Pour ce qui concerne mes questions, docteur, en février 2020, le 9 février 2020, en prélude au 33e sommet des chefs d'État de l'Afrique, a été inauguré le siège du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique. Alors, que vaut actuellement ce siège de décision en Afrique vu les menaces terroristes qu'on observe un peu partout? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, le renseignement permet de prévenir et de voir loin. Mais à quoi sert réellement ce siège en Afrique? C'est d'abord ma première question. Je ne sais pas si je dois poser toutes mes questions d'abord. Oui, allez-y. Il y a d'autres questions qui vont suivre ensuite. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Faites des questions courtes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ma deuxième question, j'ai compris à travers votre présentation que l'information est la matière première du renseignement. Et puisque nous sommes dans une Afrique sous-informatisée, comment les agents de renseignement arrivent-ils à collecter des informations pertinentes? Très bien. C'est tout pour le... Merci. Je peux répondre directement, Monsieur Romaric? Oui, allez-y, parce que là, maintenant, on a beaucoup de questions qui arrivent. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, pour ces deux questions très, très intéressantes. Vous savez, comme je l'ai dit, si déjà, au niveau des États, je vais profiter, donc je vais essayer donc de ramasser les deux questions ensemble. Si au niveau de l'État est pris de façon individuelle, nous avons 54 États en Afrique. Si au niveau de chaque État pris individuellement, si le service des renseignements, si les services de renseignement au niveau de chaque État, voyez, est inefficace, vous pouvez essayer tout ce qu'il faut comme
union ou bien coopération, cela ne pourra pas produire les résultats escomptés. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Mais combien d'États africains aujourd'hui sont prêts à comprendre que le renseignement est la priorité numéro 1? C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on dira, non, bon, ça là, bon, la police va s'en charger, ou bien, bon, non, ça c'est pour les militaires, ça c'est le ministère de trucs, c'est le job des policiers. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit ici, sur les 3 millions de fonctionnaires, 1 million, voyez, 1 million 300 sont dans l'armée, voyez, tout confondu. Mais plus de la moitié, je dirais 1 million 700, voyez, se trouvent donc dans ces différents réseaux qui ne sont pas forcément donc, militaires. Ou, donc, ouais. Aujourd'hui, en Afrique, on a tendance à penser qu'à faire cette séparation entre renseignement, civil, militaire et agent de sécurité. Dire non, bon, ça, les civils ne peuvent. Alors qu'en réalité, vous voyez, le secret de certains pays, par exemple, comme la Chine, vous savez que plus de 20% des étudiants, 20 à 25% des étudiants étrangers qui sont ici aux États-Unis en train d'étudier sont chinois. 20 à 25% des étudiants internationaux, des étudiants étrangers sont chinois. Vous pensez que tous viennent étudier? L'actuel président chinois qui est là, Xi Jinping, qui a une fille unique, comme on le dit, elle est à Harvard. Elle est à Harvard actuellement pour venir, bon, sur les, vous voyez, des milliers de Chinois qui sont ici, tous ne sont pas là pour les études. Ça, là, allez écrire ça quelque part, ça je vous l'ai dit, tous ne sont pas là pour les études. Vous voyez? Donc, les gens ont compris, c'est ces grands pays-là, aujourd'hui, qui veulent copier les autres, ont compris qu'en réalité, que pour être un pays à la hauteur, il faut vraiment les moyens, il faut vraiment investir. Donc, au niveau des ressources humaines, il faut investir au niveau donc, de ceux-là qui peuvent vraiment faire le boulot et qui peuvent apporter un plus, vous voyez, donc en matière de renseignement. Bon, si l'Union africaine décide de mettre chose, mais quelle est la politique qui est mise en place pour faire fonctionner effectivement l'institution? Quels sont les moyens ou les ressources? Ce ne sont pas les moyens qui manquent, je vous assure, mon cher. Ce ne sont pas les moyens, mais quelle est la politique, quelle est la vision? Qu'est-ce qu'il compte faire d'ici 5 ans? Vous savez, il y a un conférencier qui est venu ici à New York, dans mon université, animer une conférence, et il fait partie donc des dirigeants du pays et il nous disait que ce qui va se passer, le plan jusqu'en, comment on appelle, nous sommes en 2022 actuellement. Ce qui va se passer jusqu'en 2222 a été déjà établi ici aux États-Unis. Ce qui va se passer sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental, jusqu'en 2222 a été déjà planifié. Bon, demandez à combien de pays africains dans 5 ans, qu'est-ce que vous avez comme programme? So, here is the problem. So, if you have this vision to say, okay, let us settle the Intelligence International Agency in Africa. So, if you have the weak institutions in different countries in Africa, you can't have a strong institution collectively. If you are strong, if you are weak individually, it will not make you strong collectively. Si vous êtes faible individuellement, cela ne fera pas de vous des forts collectivement. Impossible. Il faut d'abord être fort individuellement pour être fort collectivement. If you need to be strong individually to be strong collectively. So, Monsieur Bouko, oui. Sorry, I need to interrupt you because there are so many questions right now from many participants. Okay, please go ahead. So, yeah, next question. There is a hot question about terrorism. Yes. How do the intelligence services of African countries, particularly in Benin, can help about this terrorism question? That's a very, very good question because is
the current situation that we are facing, not only in Benin. As I said, the first thing about that, to have an efficient intelligence service, what I call the national cohesion is very important. Because it's through the national cohesion that you can share information. If there is no national cohesion, and then there is a mistrust among each other, so please, people will never share information. People will not do it. So what we need to do is to work about the national cohesion in Africa, and also not only in Africa, in Benin, but to make sure that all those agencies that are working about intelligence, so where are they? What are they doing exactly? So, because working for us an international international agency is not having an office in Cotonou, while the real problems are happening in the fields, in the northern parts of the country. Le vrai problème n'est pas avoir le renseignement, ce n'est pas de rester dans le bureau pour dire, bon voilà, je reste là pour collecter les informations, je suis à Cotonou dans mon bureau, et puis bon voilà, je collecte les informations. Les informations se trouvent sur le terrain, cher ami. C'est sur le terrain qu'il faut avoir des informations. Et une fois que vous êtes également une fois que vous êtes sur le terrain également, ce qui est également très, très important pour lutter contre la cohésion nationale. Vous voyez, c'est très, très important. La cohésion nationale. Les pays qui sont en train aujourd'hui de lutter contre le drone doivent comprendre donc, que la cohésion nationale elle est très, très importante pour le renseignement effectif. Ça peut aller? Oui, très bien. Maintenant, nous avons une audience de personnes qui travaillent dans les entreprises qui développent des produits qui participent à la compétition mondiale économique. Donc, certaines questions, quels sont les liens entre les renseignements et la géostratégie et l'intelligence économique? Et la même personne pose la question, quels sont les critères qui permettent d'établir les performances des 10 meilleures agences de renseignement mondiales? Oui, par rapport à la première question concernant l'économie, vous savez, je ne dirais pas que quand on parle ici donc des produits, donc est-ce que faut pas confondre le marketing et le renseignement? Faut pas confondre le marketing et le renseignement. C'est vrai, il y a le renseignement économique parmi les formes de renseignement dont on a parlé, le renseignement économique, le renseignement militaire, etc., environnemental. Lorsque vous avez un produit que vous voulez faire connaître un peu partout donc dans le monde, non seulement dans votre environnement, également un peu partout dans le monde, là, ce n'est pas le renseignement que vous utilisez, mais vous utilisez ce qu'on appelle la communication. Vous voyez? Donc, vous faites de la communication, donc le marketing pour pouvoir faire connaître votre produit. Donc, ça n'a rien à voir avec le renseignement. Ici, le renseignement, au fait, là, comme nous l'avons dit dans la définition, c'est une collecte et le traitement. Vous voyez, donc, au fait, pour retenir quoi? Au niveau du renseignement, c'est la collecte, le traitement et l'analyse des informations stratégiques pourront permettre aux décideurs de pouvoir de façon proactive prendre des décisions, voyez, donc qui pourraient éviter donc le pire. Voilà ce qu'il faut retenir si on doit paraphraser donc la définition donc du renseignement. Donc, ne confondez pas renseignement et communication. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire par rapport à la première question. La deuxième question, rappelez-moi cela, s'il vous plaît. Sur quels critères les 10 agences de renseignement mondial, les top 10 ont été établis? D'accord, oui, les top 10. Enfin, vous savez, donc, il y a des structures qui sont bien, comment on appelle, chargées donc, de pouvoir faire le classement. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Et donc, il y a des structures agréées. Donc, quand vous allez, j'ai consulté plusieurs structures, bien sûr, donc, donc avant de pouvoir poster ce que j'ai eu à faire. Donc, il y a la plupart donc, des structures ont classé ces 10-là, donc des structures agréées qui sont reconnues ont classé ces 10-là, donc des agences de renseignement donc, comme étant les meilleures. Parce que
ce sont, vous voyez, elles sont plus performantes, elles sont plus, vous voyez, elles sont proactives et les résultats, donc leur impact dans le monde, voilà, donc on n'est plus la vérité. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on les a classés parmi les top 10. Okay, now we have Mr. Kenneth. Monsieur Kenneth, je ne sais pas si vous êtes francophone ou anglophone. Activez votre micro. Oh, ça marche plus. Bon, on avait une question d'un participant en audio, mais son micro semble ne plus fonctionner. Ok, bon. Je vais donner la parole à Madame Roselyne Segla qui a une question également pour vous, si elle veut bien activer son micro. Or in English, if you want to say in English. Good morning, Mr. Coco. Thank you. Congratulations. I was really learn a lot with your presentation. My question is, you know, in Africa, when we have the king like Béanzin in Benin and let's say the one from Mali, I think is Keita, where they teach us in history, they have a type of, you know, intelligence. How will you qualify that? And do you think that whatever was going there, that can be a base for Africa to improve, I would say, his intelligence now? Donc, je disais que nos rois dans le temps, comme Béanzin et tout, face à l'envahisseur, le royaume du Mali et tout le reste, avaient leur forme de renseignement. Vous pensez que ça peut être une base? Ce que je veux dire, le renseignement pour les autres pays, tel que c'est organisé, n'est pas forcément, est-ce que c'est le modèle pour l'Afrique ou bien l'Afrique doit se baser sur son propre modèle par rapport à sa réalité pour avoir son type de renseignement? Et par rapport à l'économie, je vais poser toutes mes questions, vous pouvez les résumer. Par rapport à l'économie, j'allais dire, est-ce que vous pensez que le résultat du renseignement peut aider à avoir des politiques économiques meilleures pour l'Afrique aujourd'hui? I was saying that, do you think that the intelligence in Africa can help to improve the economic aspects of our country today? That's that's a great question. Let me thank you so much, Madam Rosine, for these great questions, very important. Let me start from the last question. I was giving an example of China in US. Japan did the same some years ago during the Japan Revolution. So during the Japan Economic Revolution, they did the same. What's happened? So the countries that are willing to develop, they are willing also to invest. They send their youth, in developed countries, US, Canada, Germany, to learn from what is going on here and come back to apply the policies. Simple. But what is happening in Africa, unfortunately, when the students, they have opportunity to go out to learn in Europe, or in America. So how many of them, they have, motivation to come back? Here is a problem. How many of them? So, because also our situation, in Africa, the situation in Africa do not encourage, the talented or maybe the skills young men, African men, so who, come to learn about the strategy, the secrets, the economic, development of those countries. After they learn, how many of them are willing, or maybe they are encouraged, they are motivated to go back? Here is a problem. And then the system also, so we have a great challenges on that aspect. Alors, pour répondre à cette question par rapport
et à l'intelligence économique et tout ça. Donc, c'est vrai, comme je l'ai dit, donc il y a plusieurs types d'intelligence, l'intelligence économique. Alors, j'ai donné donc l'exemple de la Chine à l'époque et donc également au niveau du Japon. Ces pays-là, le Japon a dévancé la Chine dans ce domaine en envoyant très tôt donc les jeunes étudiants japonais donc, pour venir apprendre en réalité donc ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand ces jeunes-là, la plupart de ces jeunes, je dirais, donc japonais, quand ils ont fini, ils sont repartis. Ouais, un peu aujourd'hui le niveau économique du Japon. Alors, contrairement au cas africain, lorsque les jeunes Africains, chercheurs, étudiants ont l'opportunité donc, de pouvoir se rendre dans ces pays-là développés, donc pour pouvoir comprendre quelles sont les stratégies de développement économique et autres de ces pays-là, combien parmi eux retournent ou bien sont motivés pour retourner? Parce qu'il y a d'abord les politiques, donc des États qui n'encouragent pas donc les plus jeunes qui sont formés et qui ont de la compétence, de la stratégie, qui ont appris les nouvelles stratégies. Combien d'entre eux réellement, donc, même une fois lorsqu'ils rentrent, sont employés par nos États africains? C'est de cela qu'il s'agit. Ouais, donc ça fait qu'en réalité, donc ça constitue un frein pour le continent africain et une perte. It is a big loss for Africa. So, do you know how many doctors, how many Beninese doctors do you have in France? Vous savez le nombre de docteurs béninois qu'il y a en France? Docteurs en médecine, bon, pas seulement, pas d'autres domaines, donc le cas de la médecine seule. Bon, vous leur demandez de rentrer pour être payé, comment, donc, bref, il y a tous ces facteurs-là, ces politiques qui ne permettent pas à ceux-là qui peuvent faire changer l'économie donc de nos États de pouvoir vraiment faire chose, d'être productifs ou bien de pouvoir faire le boulot une fois qu'ils ont été formés ici. Alors, donc, par rapport à votre première question, donc, ouais, aujourd'hui, c'est vrai, c'était l'oralité. À l'époque, le renseignement, c'était l'oralité. Bon, voilà, telle personne a dit, etc., etc. Donc, c'est vrai, ces rois, nous avons eu des dirigeants qui ont eu de véritables succès en Afrique noire, de véritables succès, je vous assure, face à l'adversité, face aux ennemis. On en a eu vraiment, comme vous l'avez bien cité. Vous l'avez bien cité. Mais aujourd'hui, les temps sont en train de voler. C'est vrai, on peut s'appuyer donc sur ces exemples-là, c'est vrai, pour pouvoir avoir un service de renseignement ou des services de renseignement efficaces en Afrique. C'est bien possible. Mais je pense aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, ça va être beaucoup plus. Ouais, donc, c'est une très, très bonne recommandation. Donc, pourquoi pas combiner les deux? Donc, la stratégie, l'oralité, la confiance, les coutumes, les réalités, nos us sur lesquels nos héros africains s'appuyaient. Combiner ça aujourd'hui, pourquoi pas, avec la technologie que nous avons, qui nous facilite beaucoup plus pour pouvoir avoir des renseignements plus efficaces. Pourquoi pas? Tout cela, Monsieur Mouko, il nous reste à peine 5-10 minutes. Je voudrais donner la parole aussi à d'autres participants. Donc, je vais essayer de réactiver. Voilà, faites-nous des réponses courtes et les participants, faites-nous des questions courtes pour qu'on puisse profiter au maximum des quelques minutes qui nous restent. Oui. Monsieur Kenneth, je vais réessayer de vous donner la parole. Activez votre micro. Si ça ne marche pas, je vais essayer avec un autre participant. For the participant, you cannot unmute your microphone until I give you the authorization for it. So when I ask you for it, you can see it on your screen and just activate your microphone to ask your question. Pour les participants, donc, vous devez avoir l'autorisation que je vous donne d'activer votre micro pour ceux qui ont levé la main. Donc, quand je vous donne cette autorisation, activez votre micro pour pouvoir poser votre question. Monsieur Boukou, en attendant qu'ils arrivent à activer leur micro, est-ce qu'il y a une différence entre... Ah, il y a un participant qui arrive. Monsieur Adigou, ou Mr. Adigou. C'est Monsieur Adigou. Monsieur Babatunde. Ok, vous êtes en français, donc posez votre question. Alors, merci
Merci, docteur. Ma question, une partie a été abordée déjà par Madame Yavi, mais le docteur a parlé tout à l'heure quand il expliquait que la cohésion nationale joue un grand rôle. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que dans le cas du Bénin, par exemple, au nord où djihadistes et forces de l'ordre vivent ensemble, et les djihadistes sèment de la terreur, mais on ne les retrouve jamais, est-ce que c'est lié quelque part à la cohésion nationale? Est-ce que peut-être qu'une partie de la population est fâchée contre enfin, la façon dont on gère le pays et on ne veut pas partager les informations? Est-ce lié forcément? Question à $1000. Euh, Vous me permettrez de ne pas répondre directement de continuer un peu la question pour ne pas donner de réponse fixe parce que je ne suis pas là actuellement sur le terrain pour pouvoir le dire. C'est vrai, bon, les faits de loin on observe, mais il me serait un peu compliqué de vous dire exactement pourquoi ce problème de cohésion, cette rupture de cohésion nationale existe. Je ne saurais pour le moment vous répondre. Désolé. Sorry. À vos ordres, docteur. Pardon? À vos ordres. OK. Merci. Thank you for the question, Monsieur Boucaud. Donc, on a le résultat du sondage. Vous les voyez à votre écran actuellement. Finalement, on voit que la question militaire n'est pas au cœur de ce que pensent les participants pour le rôle du renseignement dans nos États africains. On voit que pour eux, c'est finalement l'économie et l'éducation. So, do you have any comment on that about this sector that our participants select to be supported by African intelligence agencies? Yeah, thank you. So the problem is that even if we go for economic intelligence, so yes, economic intelligence in Africa. So what will be the impact? What will be the results at the end? Quel serait le résultat enfin? C'est ça le problème. Vous voyez, donc le problème, ce n'est pas d'avoir, on peut avoir des informations, donc du renseignement sur l'économie, mais donc sur la stratégie, la manière dont les autres font pour être à tel niveau aujourd'hui, mais quel est le résultat final? Pour quel but finalement? C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que, donc, cela a un peu trait à la question de madame, sur l'économie. Voyez, donc si nous apprenons les stratégies des autres, donc la manière dont, voilà, donc ça fonctionne ailleurs pour que cela soit un succès, mais une fois sur le terrain, comment la pratique, donc quel est le résultat par rapport à la pratique après? C'est le plus important. Okay, and all right. Maybe one last question and we will close this session today. For all the participants who raise their hand, I will try to give you the floor, but if it doesn't work, we will close this session. OK. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Boucaud. Donc, je vais juste partager quelques éléments d'information pour terminer cette session parce qu'il va être bientôt la demi. So, thank you, Mr. Boucaud, for all your intervention. I will just share some few information to close this online seminar today. Please note that Egypt Africa University is developing a certification on intelligence and strategic analysis. You can go online to find more information. Notez que en plus de ces séminaires d'information grand public, l'Université Egypt Africa développe actuellement des certificats sur les questions d'intelligence et d'analyse stratégique. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site en ligne. Les prochains séminaires, donc, nous en aurons un en mai. C'est prévu le 12 mai sur la question de la désinformation en période de crise. So, for the next seminar, online seminar, the one which is scheduled will be on the
the disinformation issue during crisis period. So stay tuned. We will share with you more information. I would like to close this online seminar, very interesting, by a short quotation of one of our great leaders. It was Kwame Nkrumah. And at that time in 1963, here is what he was telling about this question. Imperialism is still a most powerful force to be reckoned with Africa. It controls our economies. It operates on a worldwide scale in combination of many different kinds: economic, political, cultural, educational, military, and through intelligence and information service. In the context of the new independence mounting in Africa, it has begun and will continue to assume new forms of subtle disguise. It is already making use and will continue to make use of the different cultural and economical associations which colonialism has forged between us white European masters and African subjects. It is creating client states which it manipulates from the distance. It will distort and play upon, as it is already doing, the latent fears of burgeoning nationalism and independence. It will, as it is already doing, fan the fires of sectional interest, of personal greed and ambition among leaders and contesting aspirants. Donc, je vais quand même le lire pour les francophones. Donc, pour ce mot de clôture, on a invité M. Kwame Nkrumah, un des grands leaders du panafricanisme. Donc, dans son livre qu'il a écrit en 1963, il rappelait que l'impérialisme est toujours la force la plus puissante avec laquelle il faut compter en Afrique. Il contrôle nos économies, il opère à l'échelle mondiale dans des combinaisons de toutes sortes, économiques, politiques, culturelles, éducatives, militaires, et par l'intermédiaire des services de renseignement et d'information. Dans le contexte de la nouvelle montée des indépendances en Afrique, il a commencé et continuera à prendre des formes et des déguisements plus subtils. Il utilise déjà et continuera d'utiliser les différentes associations culturelles et économiques que le colonialisme a imposées et entre les anciens maîtres européens des sujets africains. Il crée des États clients qu'il manipule à distance. Il déformera et jouera sur, comme il le fait déjà, les craintes latentes d'un nationalisme et d'une indépendance naissante. Il attisera, comme il le fait déjà, les feux des intérêts particuliers, de la cupidité personnelle et de l'ambition parmi les dirigeants et les aspirants au pouvoir. Donc, voilà un message qui résonne d'actualité et sur lesquels je vous souhaite tous une bonne après-midi ou une bonne matinée, selon les fuseaux horaires où vous vous trouvez. And here is this message on which I will end this session, and I'll wish you a good afternoon or a good day whenever you are on the planet. Merci, Monsieur Boucault. À bientôt. Votre micro est désactivé. Attendez, je réactive juste votre micro. Allô? Oui, c'est bon. OK, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Romaric. Merci également au président, au professeur Ayi de l'Université Egypte Africa. Merci également à tous les participants. C'est un réel plaisir. N'hésitez pas à tout moment. Vous avez mon mail contact à la fin ou bien au début, je ne sais pas. Donc, à tout moment, n'hésitez pas. Donc, il faut qu'on reste en contact. So, thank you so much to Professor Ayi. Thank you, Mr. Romaric, and also to all the participants. Please feel free to contact me through my email address, and then let's keep in touch. Thank you so much for the opportunity.